I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Comment est-ce qu'il va, mon ami Denis? Ça va bien, Jeff, ça va bien, merci. Ouais, on devait se voir dans le temps des fêtes, mais à un moment donné, ça a comme pas marché. Mais on va se reprendre. Ça a tombé à l'eau. Mais t'as vu Carlos de Punisher, par exemple, parce que t'as transporté les parents de Carlos. Exact, oui. J'ai vu Carlos pour la première fois, j'avais entendu parler, puis là, je l'ai vu, puis j'ai vu Madame Punisher aussi. Oui, t'as vu Madame Punisher. Le couple était présent. T'as vu Papy Punisher et t'as vu Mamie Punisher aussi. Oui, j'ai eu une bonne discussion avec le père à Carlos. OK. Ah ouais? C'est-tu assis dans le cockpit pendant qu'il descendait de Québec vers FLL? Ben, c'était pas FLL, vous étiez à l'aéroport exécutif sur Commercial. FXI, oui. Oui, FXI. Puis, ouais, il est venu faire un tour en avant quelques fois, puis il est venu prendre des photos, poser quelques questions. Je ne savais pas, mais c'est un pilote. Il avait sa licence privée avant le père à Carl. Ah Je ouais? savais même pas, moi non plus. Ouais. T'es pilote, hein? Oui. Le père à Carl, c'est un alpha, là. Ça oui. faut être des alphas. C'est un allumé. C'est Un allumé. Moi, j'ai réécouté, juste pour mettre dans le bain, j'ai réécouté Top Gun dans le temps des fêtes. Donc, on l'a dans l'avion. On a les deux dans on l'avion. avait les deux dans l'avion. Mon chum On André, écoute bonne humeur, back à son back bord, il est en shape, tout se passe bien? Ça va bien, Bon, oui. Et sur une bonne période, là, ça va super bien. Good. On part dimanche soir pour aller en Angleterre 24 heures, puis après ça, on s'en va en Allemagne pour une semaine. Oh! Donc, ça brasse pas mal. Oui, ça brasse pas mal. André, il ne tient pas en place longtemps. Non. Toi, ça fait ton affaire, t'aimes ça? Oui, j'adore ça. Je suis super bien de ce temps-ci. Je suis plus souvent en Floride qu'au Québec. Puis, tu disais tantôt, l'hiver est doux. Oui, c'est vrai, on est bien. Moi, j'adore ça, ce qu'il fait avec nos températures. Mais aller dire ça aux gens de Calgary. Ouais, eux autres, c'est l'enfer, hein? Non, eux autres, ils mangent une claque. Là. Et puis ça a mon commencé copilote, de bonne heure. Ça a commencé novembre et ça finit pas, là. Oui, juste avant qu'on aille à Hawaï, début novembre, du moins 30, c'était du jamais vu là, à Calgary. Là. Fait qu'eux autres, il ne faut pas aller leur dire que l'hiver est doux. Non. Eux autres, parler leur pas vraiment de changement climatique, là. D'après moi, ils ont un petit doute. Mais c'est ça qui est le plus grave. Hein? C'est que l'année prochaine, s'ils ont un hiver doux, les médias vont dire hey, regardez l'hiver qu'on a, on n'a pas de neige, on est rendu le 15 de janvier, c'est les changements climatiques. Ils vont déjà avoir oublié l'hiver de marde qu'ils ont eu l'année d'avant. Ouais, exact. Ouais. L'atmosphère, c'est une grosse soupe. Hein? Ça se mélange, puis ça se promène, puis d'année en année. Puis tu l'as bien dit tantôt dans ton éditorial, les données qu'on a sur le climat, c'est rien. Là. C'est une fraction du temps sur la ligne de temps depuis que la planète existe. Oh oui. Les données qu'on a, c'est rien. Puis même les données d'aujourd'hui, on peut les challenger un peu parce qu'il y a des stations météo qu'on prenait il y a 50 ans, qui étaient dans le champ, et aujourd'hui, cette station météo-là est maintenant dans on va dire en anglais, un suburb. Donc, c'est-à-dire, c'est la continuité de la ville qui s'est ramassée dans le champ où il était. Et juste le fait que la station météo, au lieu d'avoir des marguerites alentour, ben à côté, il y a un Chick-fil-A puis il y a un lave-auto. C'est pas il y a de l'asphalte, il y a des trottoirs, il y a des bâtisses. Là, tout change à partir de ce moment-là. Là. Exactement. Puis Carlos Ramirez pourrait t'en parler. Tu sais, quand il annonce une tempête, un ouragan, un typhon en Asie, ce qui servent pour faire ça, c'est des modèles, des ordinateurs. Oui. Puis c'est programmé avec des 0 et des 1, parce que c'est juste ça. Et les modèles sont basés, sont mis à jour d'année en année avec des nouvelles données qui sont rentrées dans l'ordinateur. Bon, on entend souvent parler quand on annonce une tempête, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y en a qui vont dire on a un modèle qui nous dit qu'il va tomber 30 cm. L'autre modèle nous dit 5 à 10. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils ont différents programmes, puis c'est mis à jour. Dans le modèle, c'est des humains qui mettent les outils pour bâtir le modèle. Là. C'est ça, c'est des observations qui sont faites, des observations avec des machines, mais c'est aussi des observations qui sont faites par des humains. Puis les modèles sont mis à jour continuellement. Mais sur les prédictions météo, on s'améliore, mais moi, quand je vois Météo Média qui m'annonce comme là, je regarde, là, puis je reviens dans le coin du 1er février, puis il m'annonce une bonne tempête le 1er février. Voyons donc. Je ne savais même pas ce qui va se passer dans 40 ans. Ben non. Puis, ce qui m'énerve de Météo Média, c'est que contrairement à Carlos Ramirez, Carlos, ce que j'aime de Carlos, allez le suivre sur Twitter, c'est que lui, il nous met quand il nous met ses tweets, il nous met les 3 modèles. Il nous met les 2 modèles les plus importants, c'est européen et américain. Il les met. Donc, tu vois la différence. Tandis que Météo Média va se fier qu'à un seul modèle.
Puis ça, moi, je pense que c'est une erreur. Tu ne peux pas dire... Il devrait... Aujourd'hui, on a toute la possibilité de faire des textes. Il devrait dire, regardez, là, on a tel modèle qui nous dit 35 cm. Il y en a un autre qui nous dit, peut-être que si on s'en tire, s'il passe pas sur l'air, ça va être 20 cm. Donc, mais eux autres, ils stickent sur leur patente, puis souvent, ils ont l'air fous. Exactement. Puis, ça, moi, ils me font rire. C'est alarmiste au bout. C'est là, c'est les termes bombes météo, cyclone, le plus gros cyclone des 100 dernières années. C'est toutes des affaires qui n'ont pas rapport. Là. La tempête parfaite. Ils changent les couleurs, c'est les maps. Oui, exact. Ouais, c'est vrai. Mais ça plus orangé, plus rouge. Là, ça donne... Non, c'est vrai. Tu vois un maximum de 21 degrés, puis ils vont te mettre ça comme rouge sang. Ben oui, on donne 21. C'est comme société, on a perdu... Nos balises ont été fuckées par l'omniprésence de l'émotion. C'est l'émotion que... Tu sais, auparavant, on était un peu plus drabe, un peu plus plate, mais on était plus... c'était plus la tête. Oui, il y avait du temps pour s'amuser, puis il y avait du temps pour être émotif, puis il y avait du temps pour écouter de la musique, puis un film. Là. Mais je veux dire, à un moment donné, on se calmait les nerfs, puis c'était plus la tête qui embarquait. Là, maintenant, on est émotif mur à mur. Et ça, le plus mauvais conseiller de la Terre, c'est l'émotion. Tout à fait. Les fragiles à Montréal, présentement, là, eux autres, ils ont une chose dans la tête. Là. Je vais te dire, c'est quoi? J'y connais, les fragiles. Eux autres, c'est est-ce que Montréal va passer l'hiver sans pogner une fois moins 20? Parce qu'une fois, il a fait moins 16 à Montréal. Mais là, à date, il n'y a pas eu de gros froid. Là, Montréal n'aura pas de moins 20 pour la première fois. Je ne sais pas trop quoi. Il y a une histoire. On n'est pas un mois de fête encore. Là. C'est ça l'histoire. Il faut qu'il se calme un peu. Là. Ça, tu fais ce... Tu pètes ces genres de patentes-là, tu pètes des boutons, là, pétage de boutons. Tu fais ça quand c'est fini. Sinon, tu colles les dieux, puis tu jinxes la patente. C'est très, très, très dangereux. Moi, je ne jouerais pas avec ça, 0-0. Hey, parle-moi donc un peu de l'accident il y a différentes affaires qui sont arrivées, mais une des choses que j'ai vues cette semaine, c'est le vidéo d'un gars dans un pays, je ne sais pas trop le nom du pays, c'est-tu Bangladesh ou je ne sais pas trop. Le Népal. Le Népal. On a vu un vol d'avion, un écrasement d'avion, puis on a vu de l'intérieur comment ça s'est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui est en Facebook Live. On a vu aussi les images de l'extérieur où l'avion fait comme décrocher le côté. On ne sait pas trop comment ça... Raconte-nous un peu ce que tu vois de ça. Oui, j'ai vu les deux vidéos. Puis j'ai fouillé un peu, puis tu vois, j'ai une petite histoire après ça. C'est assez spécial. Mais ce que j'ai vu, ces vidéos, on voit le gars dedans dans l'avion. Il n'est pas assis, pas attaché. Premièrement, il se promène, il est debout, puis c'est les airlines de ces petits pays-là. En passant, Yeti Airlines, c'est un très petit transporteur aérien. Ils ont juste 5 appareils. Là, il en reste 4. C'est pas un gros transporteur. L'avion, c'est un ATR 72. ATR 72-500, oui. C'est combien de monde dans cet avion-là? Hey, ATR, ça a quoi? Ça a 40 ans, ça? Oui, c'est à peu près ça. L'avion. C'est une très bonne machine. Très bon avion. C'est un peu comme un Dash 8. Dash 8, ils ont fait des... On a eu beaucoup d'ATR chez Air Alliance pendant longtemps. Oui, puis il y a l'autre aussi, intercanadien, qui avait des ATR 42 puis des 72. C'est un bon appareil. C'est comme n'importe quoi. C'est un appareil, c'est un avion. Il faut que ça soit maintenu, il faut que ça soit entretenu, qu'il ait 5 ans ou 40 ans. C'est l'entretien qui fait que l'appareil est sécuritaire. Puis, de ce que j'ai vu sur le vidéo, les gens sont en approche. Le gars, il filme, il fait peut-être un Facebook Live. J'imagine qu'ils ont l'Internet assez puissant pour faire ça. Là. Mais c'est ce qu'on voit. Puis là, après ça, on ne voit plus rien, puis on voit du feu. De ce que je vois, le gars est en approche, puis c'est vraiment ça aussi. J'ai lu un peu, puis j'ai même décortiqué j'ai essayé de trouver les communications, là, ATC, là, mais j'ai rien trouvé dans ce pays-là. Puis on a une autre vidéo où on voit quelqu'un qui est sur un balcon d'un appartement, puis il filme l'avion, puis on voit l'avion comme virer sur le côté puis tomber. C'est un décrochage. C'est carrément un décrochage. Un avion, ça va décrocher à moins de faire comme les beaux os d'Air France qui ont tenu le stick par en arrière puis ont descendu tout le long, ceux qui volaient du Brésil en Charles de Gaulle, là, voilà à peu près une quinzaine d'années. Eux autres, ils ont stallé l'avion droite puis ont tombé flat dans l'océan. Si bon.
Tu vois que c'est un décrochage sur cet avion. Donc, ça veut dire que sa vitesse n'était pas assez bonne. Oui, la vitesse était trop basse. Qu'est-ce qui a fait ça? Ben, ça peut être un paquet d'affaires. Ça peut être l'instrumentation qui s'est brisée dans l'avion. Les pilotes ne l'ont pas détecté, malgré que les systèmes sont super redondants dans l'avion. Il faut que ça aille vraiment mal pour que les 3 systèmes lâchent. Tu as tes 2 systèmes principaux, pilote, copilote, puis tu as toujours un backup qui est tout le temps indépendant des autres systèmes, complètement indépendant. Tu peux perdre tous tes écrans, puis le backup va être suffisant pour te permettre de voler puis d'atterrir dans les conditions météo minimales. Fait que, il y a eu un décrochage. L'aile a décroché. Là, je pense que c'est l'aile de gauche a décroché parce que l'avion a viré complètement à gauche. Si l'autopilote est engagé puis l'autopilote essaie de faire une petite correction de trajectoire pour virer à droite, bien, l'angle d'attaque sur l'aile de gauche augmente un peu. Puis je sais que c'est des termes aérodynamiques. Non, mais c'est c'est intéressant. Si l'aile est sur le bord de décrocher, puis tu en demandes juste un petit peu plus, là, elle va décrocher. Puis là, au lieu de virer dans le sens que tu veux qu'elle vire de l'autre bord. Puis c'est ça qui est arrivé, puis elle est tombée. Puis là, ben, en étant sur une approche comme ça, tu es très bas, tu es bas du sol, en bas de 2000 pieds. Puis sur un appareil de même, tu n'as pas le temps vraiment de réagir. Mais moi, je me pose la question, pourquoi? Là, ils ont trouvé les black box, fait qu'on va... ça va sortir. Il s'est passé de quoi, c'est sûr. Ils ont les 2 black box, donc les communications dans l'avion et les paramètres de vol de l'avion avant. C'est quoi la vitesse? J'imagine que la vitesse est en fonction du poids de l'appareil. Exact, c'est ça. Donc, c'est tout lié au pour poids. un appareil de ce type-là, de cette grosseur-là, un ATR 42, c'est quoi, 60 passagers à peu près? Peut-être ça, là, c'est un petit peu plus. 72 500, là, ATR 72 500, c'est peut-être une centaine de passagers. Okay, mais là, don't quote me. Là, je suis pas Parce que ça a des ailes pas mal. Un peu comme un Dash 8, un ATR, ça a des ailes beaucoup. Là. Faut que, donc, sa vitesse était vraiment basse pour qu'il décroche. Là. Oui, la vitesse a descendu. Mais vitesse d'approche là-dessus, peut-être 120 nœuds, peut-être 125 nœuds. C'est sécuritaire, 140 nœuds. Ça dépend du poids. Puis ça, c'est nous autres, c'est le pilote qui va décider. Là. En fait, ce qu'on fait, toutes nos performances, nos distances de freinage sont basées sur une vitesse à laquelle on va arriver au-dessus du début de la piste à la hauteur parfaite. Parce que notre ordinateur de bord nous dit, aujourd'hui, selon les conditions puis le poids, pour freiner, si tu freines normalement, avec tout l'équipement que tu as, ça va te prendre 3845 pieds pour freiner. Puis tu as 9000 pieds de piste. C'est tout le temps comme ça. Peu importe où ce qu'on va, notre ordinateur de bord va nous le donner. Est-ce que le poids, c'est l'appareil qui te le dit lui-même ou tu pèses passes sur une pesée en partant? Comment ça marche? Bien, le poids, avant de décoller, on fait toute notre masse et centrage, notre weight and balance. On sait exactement le poids de l'avion, là, à plus ou moins une dizaine de livres, là, puis on le sait exactement. Puis c'est tout entré dans l'ordinateur de bord. Puis la seule affaire qui va différer pendant qu'on vole, on ne perd pas personne, idéalement, c'est qu'on brûle du gaz. Fait que c'est le poids de l'essence qui va faire baisser le poids de l'avion. Oui. Fait que, à part ça, il n'y a pas d'autre chose. C'est un poids qui est relativement fixe, à part le carburant qu'on brûle. Puis ça, il y a des ordinateurs de bord qui nous le disent. On a brûlé tant de livres de carburant. Il y a des avions, c'est en kilos, d'autres, c'est en tonnes, d'autres, c'est en livres. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour que, mettons, tu as un vol, je sais pas moi, Montréal, Los Angeles, il arrive un problème, tu dois arrêter à Chicago, tu vas vider ton fuel pour atterrir. C'est ça. Ça, c'est exactement. Ça peut être... tu as des restrictions d'atterrissage. Comme moi, l'avion que je pilote, j'ai une masse maximale pour décoller. Si je suis plein, comme là, je m'en vais en Europe, je vais décoller plein de gaz. Mais au décollage, je vais être bien proche de ma masse maximale pour atterrir. Fait que s'il m'arrivait un pépin, je serai obligé de brûler un peu de gaz avant d'atterrir. Il y a certains appareils, tu vas être capable de domper du fuel, là, fuel dumping, là, mais c'est pas tous les appareils. Non, dans ce temps-là, tu vires alentour et tu le brûles un peu. C'est ça. Tu fais peur aux alarmistes, aux climato-malades mentales, parce que tu dompes du fuel qui n'a pas été brûlé dans l'atmosphère, ce qui est encore bien plus dommageable. Là. Mais fait que c'est ça. Mais pour en revenir à cet accident-là, quand j'ai fouillé un peu, là, on parle de Yeti Airlines, écoute, c'est dommage parce que l'enquête va nous dire c'est quoi qui s'est passé, mais quand on fouille plus loin, j'ai trouvé une anecdote assez spéciale. En 2006, il y a eu un accident de la même compagnie, Yeti Airlines. Cette compagnie-là est en fonction depuis 1998. Je sais que Jerry va aimer ça. C'est comme si j'avais fouillé une boîte. Oui, dans une boîte. Ouais. Mais check bien ça. En 2006, il y a un accident. Yeti Airlines, c'est un Twin Otter. Tout le monde meurt.
douzaine de gens qui meurent. Ce n'est pas un gros appareil. Toujours au Népal. Au Népal, là, qui a des conditions de vol qui ne sont pas faciles. Les aéroports sont généralement assez élevés au-dessus du niveau de la mer et il y a beaucoup de terrain. Vraiment, vraiment. C'est là que les Himalayas ils sont dans ce coin-là. Il y a beaucoup, beaucoup de terrain. Fait que c'est sûr que c'est une menace pour les pilotes. Puis le climat change tout le temps. Il y a un accident, tout le monde meurt dans l'avion. Le pilote de cet appareil-là, le commandant de bord en 2006 qui est décédé, lui, il est mort, puis sa famille a touché une prime d'assurance. Puis que lui était marié. Fait que sa femme a pris les assurances que lui a touchées qu'elle a touchées suite au décès de son mari. Puis elle a suivi son cours de pilotage. Hein? Elle est devenue pilote. Elle est devenue pilote d'avion, puis elle est devenue pilote de ligne chez Yeti Airlines. Elle n'est pas peureuse. Non, hein, mais elle ne pourra plus parce que c'est elle qui est décédée. Voyons Elle donc. était copilote de l'avion qui vient de Là? la semaine dernière. Ouais. Hey, Je savais que quelle Jerry aimait histoire. ça. C'est son J'adore genre. ça. C'est son genre de. J'adore ouais. ça. Puis quand tu fouilles des fois, c'est ça, exact. Elle était Et le gars de veuve. Netflix, il va cogner à la porte pour l'histoire. Là. Exact. On va faire une Ouais. mini-série là-dessus. Ouais. C'est ça. C'était la veuve, la copilote de l'accident qui vient d'arriver en fin de semaine dernière, était la veuve d'un pilote qui est mort dans un accident similaire en 2006 chez la même compagnie. C'est spécial. C'est assez spécial. Elle est allée le retrouver. Oui. Puis tu vois, il y a j'ai vu d'autres vidéos aussi de l'équipe de sauvetage au sol. Écoute, où ce qu'ils ont tombé, là, ça n'a pas de bon sens. C'est un gouffre. Ah, c'est ça. C'est comme si tu tombais. Mais il était tout proche, pareil, de l'aéroport. Il disait 2 km seulement. Ah ouais, c'est Mais ça. à 2 km, il y avait un gouffre. Tu veux dire, t'es dans les montagnes. Là, Ouais, le terrain avant l'aéroport, on en a des aéroports comme ça ici au pays. Là, je vous dis, dans les Rocheuses, il y a des. Juste un à Kenora, en Ontario. Je me suis déjà fait peur une fois avec un tuteur dans les forces. Le bout de la piste, à peu près 500 pieds plus loin, tu as une falaise qui descend d'à peu près 700-800 pieds. Là. Fait que tu ne veux pas manquer ça. Là. Mais où est-ce qu'ils ont tombé? Écoute, c'est épouvantable. C'est incroyable. Ouais. C'est normal. Il y a des places, mon chum Pat me contait que quand il va en banlieue de Tokyo, il y a comme 2 courants-jets là, qui arrivent dans ce coin-là. Nous autres, on a un seul courant-jet qui passe, mais dans ce coin-là, il y a comme 2 courants-jets. Je pense qu'il dit qu'il y a une manière un peu spéciale. Hong Kong également, c'est pas facile, surtout avec des gros avions, parce que quand tu pars avec des gros transporteurs, ben tu pars pas avec si tu pars de Montréal ou de Toronto, ça te prend un gros avion avec du monde et beaucoup de gaz. Là. Donc, il y a de gros aéroports que c'est pas évident pour les pilotes. C'est pas vrai que tu baisses sur des 2-3 pitons, puis ça se règle tout de suite, puis tout se fait tout seul. Non, il faut que tu fasses la job. Oui, exactement. Puis où est-ce que l'accident est arrivé? C'est un aéroport qui est assez nouveau, tellement nouveau que ça faisait à peu près 2 semaines qu'il était ouvert l'aéroport. Oui, c'était nouveau. Puis il y a des gens qui ont de l'association des pilotes dans ce coin-là qui contestaient un peu la localisation de cet aéroport-là parce que il y avait, entre autres, c'est tout près d'un landfill. Là, c'est c'est comme un dépotoir en français. Puis qu'est-ce qu'il y a souvent dans un dépotoir quand il fait 25-30 degrés? Ben, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de goélands qui se promènent là. Oui. Aéroport, oiseaux, avions, ça fait pas bon ménage. Non. Il y en a qui ont parlé d'un bird strike, là, d'un oiseau qui aurait frappé l'avion. C'est un avion à hélice, puis que l'oiseau rentre là-dedans, là, l'oiseau se fait déchiqueter. Là. C'est sûr que ça peut quand même causer des dommages au moteur, là, mais c'est moins fragile, à mon avis, qu'un jet, là, comme le Hudson. On vient de célébrer Hudson, ça fait quoi? Ça fait pas longtemps. Là. Ben, ça fait pas longtemps. C'est en 2009 à peu près, 2010 que c'est arrivé. Là. L'accident à Sully. Là. Oui. On vient de célébrer ça. Là. Ça, c'est incroyable. Les gens qui n'ont pas vu le film est écœurant. Oui, c'était écœurant. Ça, là, c'est démonstration de capacité de pilotage et de prise de décision rapide absolument incroyable. Combien de pilotes, d'après toi, sont capables de faire ça? Je le sais pas. Mais c'est un cas trop unique, mais le fait qu'il était, c'est un gars qui avait vu d'autres là, avec les appareils qu'il a pilotés, surtout dans l'armée, les fighter jets de l'époque étaient plus basiques que ce qu'on a aujourd'hui. J'ai l'impression que ce bagage-là lui a servi pas mal. Absolument. Puis lui a dévié de la checklist de façon intentionnelle.
c'est probablement ce qui a permis de sauver, de garder le contrôle sur l'avion. Il a allumé le moteur d'appoint, l'EPU, pas dans l'ordre que la checklist lui disait. Mais ça, c'est les connaissances de son appareil qui a permis de faire ça. C'est un gars qui avait un bon instinct. Parce que s'il avait suivi la checklist, étape par étape, ça s'en venait, mais c'était pas là. Puis ça aurait arrivé probablement après qu'il ait touché l'eau. Il aurait eu assez de contrôle après. Parce qu'il y a des systèmes d'appoint dans des gros appareils comme ça qui vont te permettre d'avoir ton hydraulique. Parce que les commandes de l'avion, c'est pas des câbles, puis c'est tout des systèmes hydrauliques. Ouais. Ça, il faut que ça fonctionne. Et on a tous des backups. C'est comme l'appareil que je vole présentement. Il y a 4 systèmes hydrauliques. Là. OK. Fait que Donc, ça il y en a m'en un qui prend manque, il y en a pour 3 bien autres qui prennent la relève. C'est ça. C'est pas un souci, là, du tout. Mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hey, avant qu'on change de sujet de ton autre histoire, on a acheté les F-35, 88, je suis surpris du nombre, 88 F-35 avec on savait, je pense qu'on avait déjà parlé la première fois que tu étais venu faire un tour. D'après moi, c'est collé pas mal par le US, à savoir quel appareil on aurait dû prendre. Il n'était probablement pas question de prendre un appareil européen. C'est sûr que c'était un appareil bâti par les Américains. Mais il y en a qui disaient, regarde, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien les F-18 Super Hornet pour nos besoins, etc. Mais le F-35, est-ce que c'est un avion de ce que tu connais que les gars vont aimer? C'est-tu un avion qui est pas encore tout à fait à point? Il arrive encore quelques petits accidents de temps en temps. Il arrive des affaires bizarres. Je ne sais pas, c'était-tu un F-35 qu'on a vu l'autre fois là, à Dallas qui est parti de travers un peu? C'est un F-35 ou un F-22? C'est un F-35, hein? Un 35, c'est exactement ça. Ouais. C'est un avion qui se faisait livrer. C'était piloté par un pilote d'essai. Puis il était en livraison. Puis, On n'a pas eu de nouvelles du lui. pilote. Es-tu correct, lui? Oui, il est correct. Parce que ça a été bizarre. Là. Il a comme éjecté quand il était au sol. Oui, il fallait qu'il s'éjecte. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est sorti. Mais je te fais ma prédiction sur le nombre. Tu m'as dit 88. Ouais. Et je te fais une prédiction. Là, un coup que les enveloppes brunes vont être distribuées à Ottawa, parce que ça, c'est un contrat qui passe à des amis, puis tout ça, mais c'est ma prédiction. Le chiffre va baisser. OK. Ça ne sera pas 88. J'étais J'ai été surpris du chiffre. d'entendre. Oui, ça va être moins que ça. Ça va être moins que ça. Ils vont dire, on a rectifié ça, on a pensé à ça, puis ça va être un petit peu moins, mais ça, on va entendre ça plus tard. Là. Est-ce que tu penses que les gars, comme moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai vu la formation, les pilotes américains qui sont venus passer quasiment un été au complet, même un été au complet au Saguenay pour entraîner les Crazy Canucks. Ils étaient à Cold Lake, j'imagine aussi. Mais les Américains, quand on a switché des Vaudous au F-18, on a vraiment eu là, un genre de formation intense. Nous autres, les gars, c'était un peu tannant. Moi, à ce moment-là, j'avais 17-18 ans. On était dans les bars. On faisait affaire avec plein de Tom Cruise dans les bars. C'était tannant. Mais est-ce que le F-18, est pour les gars qui sont formés en ce moment et les filles, est-ce qu'ils auront besoin carrément d'un apprentissage? Je sais qu'il y a ils vont faire de la simulation, ils vont faire un paquet d'affaires, mais est-ce qu'il y aura le même genre de switch qui était quand même important entre les Vaudous et le F-18, ou ça va être beaucoup plus smooth pour le F-35? Je pense que la transition va être plus facile du F-18 au F-35 que du Vaudou au F-18, ouais. À cause des systèmes d'armement, des radars, tout ça. Mais ça va tout se faire par simulation, ça, Jeff. Ils vont aller dans des sims, là, des full motion sims avec plein de scénarios. Coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est moins dangereux. Oui. Tu ne perds pas d'avion. Si tu fais une gaffe puis que tu es obligé de t'éjecter, ben, tu payes 5 pitons reset, puis le sim recommence 10 minutes après, puis tu es prêt à recommencer. Mais il va y avoir aussi, tous les pilotes vont avoir une mise à jour d'un simulateur, puis après ça, il va y avoir un programme qui doit être en train d'être développé présentement, au moment qu'on se parle, pour la mise à jour des pilotes, pour faire cette transition-là entre le F-18 et le F-35. Toutes les missions, les paramètres de mission vont changer parce que les performances de l'avion vont être... Est-ce que ça là, je comprends là, que vous prenez tous les mêmes cours pareil parce que c'est au cas où il y aurait des problèmes, etc. Là, mais je sais pas, à un moment donné, j'ai lu quelqu'un qui écrivait qu'il était de l'équipe des Blue Angels quand ils ont switché il y a 2-3 ans. Des F-18 traditionnels de la première génération au Super Hornet. Puis, il avoue que c'est un avion beaucoup plus facile, plus stable, très confortable avec. Est-ce que c'est parce que là, je sais qu'il y a un manque de pilotes dans tous les domaines, incluant l'aviation de l'armée. Est-ce que c'est plus facile de piloter ces avions-là bourrés de... Tu sais, la génération d'aujourd'hui,
est habitué, parce que je regarde des fois les gars de F1 et les plus vieux. On a vu Jacques Villeneuve, il n'y a pas longtemps, retourner dans une F1, puis lui, c'est un maniaque de jeux vidéo. Puis moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a pu s'adapter rapidement, puis il était dans les temps de Ocon avec la voiture d'aujourd'hui, qui est complètement différente de ce que lui a piloté. Beaucoup d'aérodynamisme, ça colle. Il dit, gars, j'ai sorti après 5-6 tours, j'étais plus capable d'en faire plus parce que j'avais mal. Donc, mais tu sais, la manière que les voitures sont conçues maintenant, c'est carrément un peu comme les simulateurs ou les jeux vidéo que les jeunes utilisent aujourd'hui. Donc, une fois que tu as pogné cette patente-là avec tes mains et que tu es très, très, très à l'aise à switcher des pitons rapidement, une fois que tu as ça, est-ce que c'est des avions qui sont quand même assez faciles à apprendre? Parce que dans le temps, là, on avait un manche, c'était assez rudimentaire. Il faudrait que tu sois bon pour vrai, là. Oui. Piloter l'avion, là, je te le dis, c'est facile. C'est facile. Je n'ai pas piloté l'F-18. J'ai volé dans l'F-18 à quelques reprises. Là, j'ai une vingtaine de vols dedans. C'est facile à voler. Le travail vient du comment gérer le radar, qui est une chose. Radar, tu as plein de modes. Le mode air-sol, air-air. Puis ensuite, tu as l'armement à bord. Toutes les manœuvres tactiques. Puis là, tu n'es jamais tout seul. Là, tu sais, comme dans le film Maverick, ils partent puis ils vont faire une mission, puis ils sont 4. Fait que tu as un lead qui est le boss des 4, puis après ça, tu as l'autre élément en arrière qui est un sous-élément. Il y a un lead là-dedans aussi. Mais tu sais, quand tu pars comme ça, tu es en équipe. Là. Ouais. Puis tu as tout cet aspect-là tactique à gérer. C'est là que ça prend une bonne tête. Ouais. Puis il faut que tu aies une vision 3 dimensions dans ta tête tout le temps pour être capable de prendre des bonnes décisions. Puis ces décisions qui se prennent exactement comme dans le film Maverick. Là, tu sais, don't think, just do it. Ouais. C'est instinctif. Il faut que ça soit inné. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ce qu'il disait au fils à Goose. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, faut que ça vienne naturel, absolument. Ton histoire, l'autre histoire, c'est celle de Jerry qui est arrivé à JFK dans le temps c'est arrivé quand, Jerry? Tu m'as dit dans le temps des fêtes, hein, c'est ça? Tu veux dire... L'avion qui a traversé la piste alors... Non. Vendredi c'est arrivé vendredi passé. C'est arrivé vendredi passé. Vendredi passé, exactement ça, vendredi passé. Les détails de tout ça, moi, j'ai vu ça sommairement, là. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un avion de Delta qui s'en va au bout de la piste, comme on fait normalement. On s'en va au bout de la piste pour avoir pour décoller. Il attend le hockey de la tour. Et là, ils ont le hockey. Ils mettent les gaz tranquillement, pas vite. Ils mettent les gaz, pèsent sur le gaz un peu, pas mal, beaucoup. Mais là, il y a un avion de travers qui traverse la piste. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en dedans de 1000 pieds, là, le Delta a mis les freins. Puis il y avait un genre de jeu de 1000 pieds. Les deux avions se touchaient, puis il y avait un crash sur la piste. Wow. C'est un peu le résumé, là, mais... C'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis j'ai fouillé là-dedans, puis là, j'ai été écouter les communications entre les pilotes et les contrôles aériens. Puis ça, on a tout accès à ça. En passant, là, il y a un site qui s'appelle Live ATC. Puis, c'est quoi le site, tu dis? Live ATC, Jerry, je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Des fois, il va y avoir une petite miscommunication. Tu sais, il va y avoir peut-être un petit désaccord entre un contrôleur aérien et un pilote. Puis, tu sais, des fois, tu vas entendre le terme « on va aller écouter les tapes, on va aller écouter les tapes ». Bien, c'est ça que ça veut dire. C'est que toutes les communications sont enregistrées en permanence tout le temps. C'est un peu comme des black box, mais pour les contrôleurs aériens. Mm-hmm. Puis, tu vas avoir des clarifications, des fois, qu'est-ce qui a été dit. Puis, c'est parce que les termes sont très importants des fois. C'est le contrôleur aérien dit au pilote à ce moment-là « cancel take-off clearance, cancel take-off clearance ». Puis le pilote, lui, il revient et il dit « OK, rejecting ». C'est ça, le terme « rejecting take-off », il a pris la décision d'arrêter. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Puis là, j'étais curieux, je suis allé voir parce que j'aime beaucoup fouiller dans ça. Puis Jerry a sorti ça lundi, puis après ça, il dit je ne sais pas trop comment ça marche quand on décide de faire un reject. La turbine vertu de bord. Oui, comment ça marche? Mais je vais revenir là-dessus, mais là, check bien ça. Quand j'ai écouté les tapes, là, on dit le contrôleur il a fait un fuck-up. Non, c'est un des deux pilotes. Là, ce qu'on avait, c'était un Boeing 737. Oui, un Boeing 737 qui faisait JFK Santiago. Pas Santiago, il s'en allait à Santo Domingo, en République dominicaine.
Puis 737, là, un avion normal, c'est un mid-size passager. Puis l'autre, par exemple, c'était un 777 qui faisait JFK Londres. Ça, c'est loaded gaz, loaded mount. Ça, c'est gros. Là. Fait que, ça, c'est gros. Là. C'est un des plus gros appareils qui volent dans le monde. Puis là, si ça avait... ce qui est arrivé... lequel des deux? Le 737, c'est lui qui s'en va, puis lequel qui cross à travers la... C'est lequel des deux? Le 777 OK. qui ont fait une gaffe. OK. C'est pas compliqué, c'est carrément ça. T'écoutes les Quelle conversations. compagnie qu'on a là? On a le modèle, tu m'as donné. On a-tu les compagnies? Oui. On a Delta Airlines, Oui. puis on a American Airlines. OK. C'est Delta qui a le 737 qui s'en va en République, puis c'est American Airlines qui s'en va à Heathrow, à Londres, pour l'autre avion impliqué. Puis moi, j'ai pris ce que je me sers pour voler, mon iPad avec toutes mes... J'ai une map hyper détaillée de tous les aéroports. Puis je prends celle de JFK, puis j'écoute les communications. Puis là, je me mets dans la peau du pilote, puis je trace avec mon doigt. Puis c'est de même qu'on fait ça. On trace avec notre doigt sur l'iPad. Ça, c'est le chemin qu'il veut que je prenne pour me rendre à la piste. À Québec, c'est facile. L'aéroport n'est pas gros. Mais quand tu t'en vas... Quand il y a plusieurs JFK, pistes perpendiculaires, il faut demander que tu en traverses. Là. Pour vrai, c'est souvent plus compliqué un coup que tu es atterri que tout le reste. Oui. Tu prends un aéroport comme Amsterdam, là, je t'emmènerai le graphique à un moment donné. Amsterdam, tu peux être au sol puis faire 5 km au sol, puis tu n'as pas encore décollé. Là. Fait que Amsterdam, c'est massif. Une place comme qui m'a aéroport. surpris, bon là, Northwest n'est plus là, puis c'est Delta qui est là, mais quand on avait un vol de Québec à Détroit, il y a des pistes en parallèle, puis vraiment loin, hein? Puis, Détroit, c'est gros. Chicago, c'est... puis c'est l'autre à aussi. Washington, là, Dulles, À Dulles, ouais. elles autres aussi, on est loin à un moment donné. Là. Ouais, non, c'est vraiment important. Un coup, tu fais une approche aux instruments au minimum, tu atterris, mais là, souvent, quand tu vas dans ces grosses places-là, le fun commence. C'est là qu'il faut que tu sois allumé. Puis c'est là qu'il faut que tu sois deux dans le cockpit. Puis tu oublies les checklists, puis tu les fais toutes avant de commencer à bouger. Puis de toute façon, on a des procédures pour ça, là, quand ils appellent ça visibilité réduite, low vis procedure. Ben, c'est dans ce temps-là que tu vas faire toutes tes checklists avant de commencer à bouger parce que tu vas avoir les deux pilotes hyper concentrés sur où est-ce que je m'en vais sur l'aéroport puis quel virage que je vais faire. Puis c'est ce qui est arrivé à JFK. Les pilotes d'American Airlines, ils ont relu ce qu'ils se sont fait donner comme autorisation, comme quel chemin prendre pour s'en aller, puis ils n'ont pas pris le bon virage. Ils ont coupé le chemin au Delta qui accélérait. Wow. Ah ouais, c'est vraiment, ça a passé proche. On a passé proche d'avoir un Tenerife là, qui est arrivé dans les années 70 où il y a eu 2 747 qui se sont frappés au sol. Puis il y avait eu, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros accident d'aviation au monde. C'est arrivé où? 2 747. Tenerife, c'est dans les Açores. Okay. Il y avait eu une agent d'alerte. Aux îles Canaries. Aux îles Canaries. Il y avait une alerte à la bombe. Il avait fermé l'aéroport principal où les avions allaient, puis il y a eu un petit aéroport plus loin sur une autre île que ça a été détourné, le trafic a été détourné là, puis l'aéroport était devenu congestionné de gros puis de moyens porteurs. Puis il y avait un pilote, il était pour, comment c'est, les Dutch, là, Colin, j'ai oublié le nom de la compagnie. KLM? KLM, exactement. 747 de KLM, puis il y avait un 747 de Pan Am. OK. Puis les deux se sont fait dire, parce que c'est 2 gros appareils qui étaient sur un aéroport qui n'étaient pas faits pour avoir des gros appareils comme ça. Fait qu'ils se servaient de la piste comme aire de circulation au lieu de passer par les petits chemins. Parce que les petits chemins n'étaient pas assez larges. Fait que, ils appellent ça les taxiways, là, oui. Ils n'étaient pas assez larges. Fait qu'il avait demandé au gars d'aller revirer à l'autre bout, puis d'attendre que l'autre dise qu'il était clairé pour décoller. Puis le gars était reviré à l'autre bout, puis il a décidé de décoller pareil. Ça, c'est le gars de KLM. Il est devenu famous... dans le mauvais sens. Oui, ça l'a changé. Ça l'a changé la façon dont les copilotes puis les équipages ont parlé entre eux autres. C'est là qu'ils ont développé le CRM, le Crew Resource Management. Comme ce qui est arrivé à JFK, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre de ça. Tu parles d'erreur humaine. Mais comment tu peux l'éviter? Dans un monde idéal, l'avion baisse, passe dans un tunnel, passe en dessous des pistes sur lesquelles elle n'a pas d'affaires, puis aboutit à la place qu'elle doit aller. Donc, aucun transport en taxi genre perpendiculaire par rapport aux pistes. Ça serait l'idéal, ça.
ça serait l'idéal, sauf que le pilote a fait une erreur. Il a viré à gauche quand il fallait qu'il continue tout À un droit. moment donné, tu ne peux pas éviter Puis, tout avec des cibles, des ça. Que si le gars fait une erreur, il fait une erreur. Là. Il a coupé le chemin à l'autre, puis le gars d'entour l'a vu, mais ça aurait pas arrivé que ça aurait été une journée où la visibilité est vraiment mauvaise. Puis le gars d'entour ne voit rien. Ils ont des radars maintenant aux gros aéroports au sol, là, des radars au sol. Puis le transpondeur qui nous voit dans les airs, il nous voit au sol aussi. Mais ça aurait été juste que le pilote voit l'autre avion, puis il l'aurait peut-être bien vu à la dernière minute, trop tard. Là, ça aurait pu arriver. Ce qui est arrivé, le fameux 1000 pieds, Jerry, c'est que l'avion avait eu le temps de clairer. C'est comme si tu arrives à une intersection, un 4 stop, là, puis l'autre ne fait pas son stop. Puis le gros, il a fini par passer. Oui, il a passé. Mais l'autre a passé en arrière à peu près. L'autre net clairé de 1000 pieds. Wow. Il aurait pu se frapper. Ça aurait été... ça va sortir, hein, l'enquête. Je ne voudrais pas être d'un soulier des deux pilotes de l'American Airlines. Là. C'est sûr qu'il va... Faut qu'il trouve... Le but dans tout ça, c'est pas de pénaliser les deux pilotes, c'est de trouver pourquoi que c'est arrivé puis comment faire pour empêcher que ça arrive encore. Jeff, dans le cartoir, là, je t'ai mis un petit bout de la conversation entre la tour de contrôle et JFK, là, ce qui est arrivé là. C'est de ce que vous êtes en train de parler. OK, donc juste le temps de trouver ça. Donc, on écoute ça tout de suite. Delta 1943, wind 35018, gust 24, runway 4 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 4 left, Delta 1943. American 106 Heavy, cross runway 31 left, IQ. American 106 Heavy, American 106 Heavy, hold position. American 106 Heavy, hold position. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Rejecting. Tu vois, c'est ça. Oui, c'est la séquence, ça fait parfaitement, mais... Delta 1943. Yeah, Delta c'est ça. 1943, are you able to taxi or need a couple minutes to run checks? Yeah, we can get up the runway, Delta 1943. Delta 1943, turn left, Juliet, and just remain clear of runway 4 left. Air left on Juliet, and remain clear runway 4 left for Delta 1943. Donc là, est-ce que habituellement, c'est beaucoup plus calme que ça. Donc, on a senti qu'il y a une certaine panique. Hein? Ouais. Ah, t'entends dans la voix du pilote, à un moment donné, il a embarqué sa radio, puis il fait comme ouf, là, tu sais, puis eux autres, ils ont eu peur, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas décollé en passant. Le vol de Santo Domingo n'a pas décollé. Ils ont retourné à la gate, ils ont payé l'hôtel à tout le monde, puis le vol s'est fait le lendemain. Donc, OK, ça veut dire qu'il a passé à côté, puis ils se sont rendus, ils n'ont pas levé. Oui, eux autres, ils ont eu peur, c'est sûr qu'ils ont eu peur. Ils vont passer un 777 dans ta face. C'est comme si c'est dans un Honda Fit, puis tu vas passer un autobus dans ta face. Là. C'est sûr que tu ne veux pas que ça arrive. Non. Puis eux autres, ils ont eu peur. Puis ce qui m'a surpris, c'est qu'American Airlines ont décollé avec un peu de retard. Là. Ils ont parti, mais ils ont fait le vol as planned. Puis ils ont été à Londres. Mais d'après moi, ils sont encore à Londres sur le layover, eux autres, en train d'avoir des FaceTime avec les dirigeants. Oui, parce que c'est faut que tu trouves pourquoi que c'est arrivé. Là. Fait qu'on entend dans la communication, le contrôleur donne l'autorisation de décoller au Delta 1943 et tout de suite après, tu entends l'autre contrôleur, lui qui est le contrôleur sol. En fait, sur les deux fréquences, on n'a jamais ça en même temps, à moins que dans l'avion, on sélectionne les deux, mais on essaye de ne pas faire ça parce qu'on entend beaucoup de choses qu'on ne veut pas se faire distraire. On entend le contrôleur sol donner la route à prendre au American Airlines, puis l'autre, il répond la bonne route. Fait que ce qu'il a donné, moi, j'avais pris mon graphique, puis c'était parfait, c'était correct. Mais il n'a pas tourné aux bonnes places. Au lieu de traverser, ça il dit « cross 31 left », puis le gars, il n'a pas traversé 31 left, il a viré à gauche, puis il a traversé 04 gauche, qui est la piste que l'autre traversait, que l'autre décollait. Fait que, il est là le conflit. Puis là, Cherry demandait qu'est-ce qui arrive quand dans on fait un l'avion, reject. qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Parce que là, tu dis, tu mets les freins. Ouais. Là, tu es en train de décoller, puis là, tu foutes ça. les freins. Qu'est-ce qui se passe réellement? Là? Ah, c'est sûr, comme passager, c'est pas le fun. Comme pilote non plus. Fait que là, t'es full puissance, t'es en accélération. Puis nous, dans notre travail, là, c'est le moment le plus intense, c'est vraiment le décollage. C'est là qu'il faut être on the ball, comme on dit. Les deux gars, on est en dedans. On a chacun notre job à faire. Puis le pilote qui vole, le pilote volant,
va regarder en avant. OK? Puis il fait des petits cross-checks à l'intérieur pour voir ses instruments, mais c'est la job du pilote qui vérifie, il appelle ça le pilot monitoring. C'est son travail à lui de vérifier que tout ce qu'il y a en dedans, que les paramètres sont bons, que l'accélération est bonne, que les moteurs sont bons, les paramètres moteurs sont toujours bons, puis il va caler les vitesses. Parce que là, il y a des vitesses qui sont vraiment critiques là-dedans. Normalement, 80 nœuds première vitesse, après ça, V1. V1, c'est la vitesse de décision, où ce qu'on décide, s'il m'arrive de quoi après V1, ben, je vais voler. Je continue de voler, peu importe c'est quoi. C'est là que tu décides de lever. Exact. Parce que là, j'ai peut-être plus assez de pistes pour arrêter l'avion sécuritairement. Ouais. Fait que on appelle ça V1. Après ça, on a VR, c'est notre vitesse de rotation. Puis après ça, on monte, puis les autres vitesses sont collées un petit peu plus loin. Mais cette boue-là, ce moment-là au décollage est vraiment critique. C'est là qu'il y a un paquet de choses qui peut arriver. Puis c'est là qu'on est prêt. Puis ce qu'ils ont fait, la séquence, ça c'est super bien fait. Mais je veux dire, c'est pas le fun de freiner. Fait que quand on freine, et la première affaire qu'on fait, ben, si tu veux freiner en auto, avant de freiner, tu enlèves ton pied sur le gaz. Hein? Fait que c'est la même affaire. On va mettre les gaz au idle, les 2 moteurs, les 3 moteurs ou les 4 moteurs, ça dépend comment est-ce qu'on a. Puis on va mettre les renverses tout de suite. Puis on va déployer les aérofreins aussi. Ça n'a pas une tonne d'incidence, mais ce que ça permet de faire, c'est que si tu as accéléré à, je sais pas, moi, à 100 nœuds ou 120 nœuds, puis que tu n'as pas encore atteint ton V1, puis en mettant les aérofreins, c'est que tu vas tuer ton lift sur l'aile. Ça va permettre à l'avion de s'écraser sur les roues, puis de pouvoir mettre une plus grande force de freinage. Parce que sur ça, c'est comme l'ABS dans un auto. Tu mets donc, les aérofreins sont sur les ailes? Oui, c'est ça. C'est des panneaux qui lèvent. Puis ça l'enlève. Ça va tuer la portance de l'aile, peu importe la vitesse que tu pilotais dans les Snowbirds, c'était les petits panneaux en arrière qui flippaient, là? Oui, ça faisait juste créer de la résistance du drag dans l'air. Ça ne tuait pas la portance. Mais sur l'avion que je vole en ce moment, j'en ai des aérofreins. Ce que ça permet de faire, ça permet d'écraser l'avion sur les roues pour avoir une plus grande force de freinage. Puis là, on n'oublie pas, on décolle. Quand on décolle, notre masse est au maximum pour le vol. Eux autres, sur le 737, qui n'était sûrement pas plein de gaz parce qu'elle n'est pas tellement loin, mais c'était assez lourd. Là. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu vas surcharger tes freins. Et pour nous aider, on met les renverses sur les moteurs. Puis ce qui se passe, c'est que la turbine, elle change pas, elle n'arrête pas pour tourner de l'autre bord. Parce que ce qui crée la poussée d'un avion pour nous garocher par en avant, c'est vraiment 2 choses. C'est le gaz qui brûle dans le moteur. Ça crée une poussée vers l'arrière. Puis il y a aussi un gros fan d'attaché à ça. Puis c'est le fan qui est comme encastré dans le moteur au complet, qui est comme une hélice, en fait, qui est plus petite. Puis ça génère aussi de la poussée vers l'avant. Et la seule affaire qu'ils peuvent faire avec les moteurs pour nous aider à freiner, c'est diriger l'air vers l'avant ou la changer. Au lieu de l'envoyer par en arrière, ils l'envoient par en avant. Puis de la façon que c'est fait, ça va dépendre des moteurs. Il y a des moteurs qui ont comme des panneaux qui vont venir se mettre en arrière du moteur, qui vont rediriger l'air vers l'avant, puis ça va nous aider à freiner. Il y en a d'autres que c'est toute la structure du moteur qui va bouger, en fait, puis ça va faire ouvrir des portes sur le côté, puis ça va rediriger juste le fan, l'air du fan qui génère environ 80 de notre force pour avancer, qui va être juste redirigé. Fait que le moteur, lui, il vire tout le temps dans le même sens. C'est comme si on mettait reculons sur une voiture, en fait, c'est la même affaire. Puis on freine dans le fond, puis on espère que tout... Donc la partie qui freine le plus, c'est quand même les freins. Oui, les roues. Parce qu'une F1, je pense qu'une F1, maintenant, les technologies d'aujourd'hui, le moteur, c'est quasiment 50-50. Dans les grandes stretches, ils sont capables, avec l'électronique maintenant, pour économiser les breaks. Il y a beaucoup de... Mais ça, on est plus avec un moteur traditionnel, donc c'est vraiment les freins qui font la job encore. Oui. Monsieur le Président, j'aurais une question. Salut, Jeff. Salut, mon Jeff. Parce que j'ai récemment eu un plaisir à regarder dans un cockpit et à entendre. Il y a 2 choses que je voulais savoir spécifier.
c'est probablement très simple, là, mais j'ai remarqué que, premièrement, le bidule, le bras qui pousse quand vous mettez le moteur dans le maximum, moi, je me dis, ils mettent au maximum partir, puis après ça, assez rapidement, vous le reculez. Ça veut dire que vous slackez le gaz quand vous commencez à monter? Puis j'avais l'impression que ça prenait le contraire, moi. Donc, le gaz dans le polar, c'est pour lever, puis après ça, vous baissez déjà le gaz? Oui, exactement. C'est qu'on va faire, on va mettre la puissance. Au décollage, tu vas avoir tout ce que tu veux. Tu vas avoir tout le jus que tu veux, que tu as disponible. Puis dès qu'on va avoir nos vitesses de montée, puis qu'on commence à, on appelle ça cleaner l'avion, là, rentrer les roues, le train d'atterrissage, changer les volets sur l'aile devient plus efficace parce qu'on va plus vite. Là, on va réduire la puissance. C'est l'impression, des fois, à l'intérieur, comme passager, je ne sais pas, Jeff, si tu as déjà remarqué, on dirait que ça ralentit en montant, en crise, on va retomber. Ouais, c'est vraiment le sentiment que ça ralentit, tu le sens. Oui, absolument. On le sent vraiment. Oui, puis tu entends le son de la turbine changer. Puis dans ces régimes moteurs-là, c'est là que ton moteur génère le plus de puissance. Fait que tu réduis juste un petit peu, puis tu vas diminuer beaucoup ta puissance. Mais c'est suffisant quand même pour monter. C'est très sécuritaire. Puis c'est souvent des coches qu'il y a dans les deux throttles, que tu mets ta coche dans le fond, puis tu ramènes de 1, tout ça. Mais les paramètres sont quand même tous vérifiés. Mais mon autre petite question, c'est que j'ai remarqué, peu importe la langue, peu importe ce que j'ai vu dans les cockpits, en me mêlant un peu, c'est que le moment où l'avion lève, il y a toujours le mot « rotate » avant. Exact. C'est le mot qui dit « tu lèves », c'est ça? Rotate. Quand ça dit « rotate », il faut que tu lèves. Exact, oui. Tantôt, quand je parlais de V1, 80 nœuds qu'on va caler, V1, puis après ça, VR, ou ben non, rotate. Ben, rotate, c'est notre vitesse de rotation qui est calculée, encore une fois, selon les conditions de la journée puis le poids de l'avion. Puis, c'est là qu'on tire sur le manche puis qu'on va se lever. Là. Wow. Hey, Denis, merci de ta visite, c'est fin. En passant... c'est un cours. On vient d'avoir un cours. L'avion que tu pilotes pour André, je l'avais déjà vu quand il l'a acheté parce qu'il me l'avait envoyé. Mais là, je l'ai regardé, je ne vais pas trop plus en détail quand Carlos est allé chercher ses parents. C'est un bel avion, là. Tu fais un maudit beau tour avec cet avion-là. Là. Ah, c'est tout un bolide. Comme j'ai dit, dans mon domaine à moi, dans le corporate flying, là, tous les gars qui ont eu la chance de mettre la main sur un Falcon, là, ils ont tout aimé ça. C'est un avion. Pour le pilote, comme tu disais l'autre fois, c'est vraiment le meilleur feeling que tu as. Oui, j'ai hâte de débarquer l'autopilote puis de le voler en manuel, cet avion-là. C'est vraiment, vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Thank you, man. T'es bien fin d'être... Je vais finir avec 50 heures. Ça, c'est le nombre d'heures que moi, j'ai perdu l'électricité, le 23. C'est 50 heures. 50 heures. Moi, j'étais à Stoneham. Ouais. 50 heures. Moi, j'étais à Stoneham, c'est la rue principale, là, sur Boulevard Talbot. Là. Oui. Puis, pour en revenir avec ça, l'Hydro-Québec se préparait. Moi, là, mon affaire là-dedans, là, c'est que je sais qu'il y a eu un paquet de pannes incroyables, mais c'est mon avis, là. Il aurait pu avoir un petit peu de prévention de fait là-dessus. Moi, je ne suis pas monteur de ligne, là, puis j'ai habité à Tewksbury aussi avant, dans le coin de la Chapelle, pendant 3-4 ans. Il y a plein de préventions qui peuvent être faites. Là. Il y a plein de branches d'arbres que je vois puis qui disent « on est bien proche des fils. Hey, c'est proche du transfo. Oui. Il y a quelque chose qui aurait pu être fait. Là. Ça n'aurait pas empêché ça a coupé panne, beaucoup dans l'histoire. Parlez aux compagnies qui en font, là, Hydro-Québec, depuis des années et des années, ça coupe dans le budget pour nettoyer les arbres, les branches, puis tout ce que tu veux. Là. J'en doute pas. Ils vont répondre. C'est ça. Ça va, banque d'électricité. OK, on envoie une équipe. Mais il y a un petit peu de prévention qui aurait pu être faite. C'était mon grain de sel. Ben oui. Ah, c'est bon. Regarde, quand tu veux, Denis. J'adore tes grains de sel. Denis Beaumont, thank you, man. Tu reviens quand tu veux. Hey, on fait une petite pause pipi. Après, notre chum Gilles, que vous avez entendu, est déjà là. Donc, on jase avec lui. Puis, on jase de vin aussi. Je pense qu'on a une petite patente de vin sympathique. Ouais. PL, il est en PL feu. est toujours... On l'entend pas, mais il il est de là. PL, Denis et Gilles... C'est tout du monde qui parle pas beaucoup. Non, il ne change pas beaucoup. C'est ça. On vient. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.